Bienvenue dans Worksite Story, le podcast qui explore sans filtre les coulisses du monde du travail. Ici, on parle vrai, des défis humains aux transformations profondes en passant par le leadership, la culture d'entreprise et les nouvelles dynamiques qui bousculent nos organisations. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours singulier, ingénieur de formation. Tu me dis si je me trompe, Yves. Ingénieur de formation, passé par ArcelorMittal. Avant de rejoindre les CFL, il est depuis 10 ans directeur des ressources humaines du plus grand employeur du pays. Son quotidien, bien sûr, attirer, fidéliser les talents dans un secteur qui est encore très masculin. Faire bouger les lignes sur l'égalité homme-femme ou femme-homme, comme on veut le dire aujourd'hui, et donner un vrai contenu au mot leadership. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Yves Baden. Bienvenue, Yves. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle de toi, ton parcours personnel. Avant de parler des grands projets RH que tu pilotes aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Donc là, on peut revenir aussi loin que tu le souhaites. Peut-être un petit peu comprendre comment ça a commencé pour toi, les étapes marquantes jusqu'à la direction des ressources humaines des CFL. Si on fait un grand jump. Oui, pour commencer, je pense que mon parcours il est un peu atypique quand on regarde d'un point de vue RH, tout simplement parce que voilà, j'ai pas du tout commencé dans ce domaine et mes études, comme tu l'as dit, n'étaient pas du tout orientées à la base vers une fonction RH. Donc voilà, ingénieur de formation. Déjà, quand même, il faut dire que pendant mes études, j'ai remarqué dès le départ que j'étais pas peut-être le technicien, ingénieur classique qui ne s'intéresse qu'à la technique. Ça, il faut déjà le dire. Et je l'ai remarqué aussi ultérieurement, évidemment, dans la vie professionnelle. Et je pense, quand on réfléchit un peu en rétrospective, voilà, il y a déjà des raisons pour avoir atterri sur un poste dans les RH beaucoup plus tard, même si c'était pas pensé à la base. Voilà, donc oui, mon parcours, en fait, oui, j'ai parcouru presque une vingtaine d'années dans le domaine technique. Ah oui, 20 ans quand même. Oui, presque, oui. Oui, en fait, oui, parce que j'ai commencé en Allemagne, dans l'industrie chimique. Ça faisait 5 à 6 ans environ. Et puis, je suis retourné au Luxembourg. Tu as dit déjà, voilà... Arbet, ArcelorMittal, toute cette évolution du groupe sidérurgique, c'était en fait, comment dirais-je, ma partie la plus longue dans le domaine technique. Je m'occupais d'ateliers de maintenance, où j'étais en fait, pendant presque 10 ans dans la maintenance. Et c'était un peu par hasard que j'étais... en contact plus proche avec les RH, c'était à travers le contact et les négociations avec les syndicats. Il faut savoir qu'à l'époque... Grand sujet, oui, qui doit te servir encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, justement, mon domaine d'activité de maintenance était dans le focus d'une restructuration. Et le premier contact, c'était en fait en tant qu'expert opérationnel où je participais à ces négos. Et voilà, j'ai appris à connaître tout ce monde, tout cet univers. Ensuite, puisqu'il y a des renégociations quand même toutes les quelques années dans chaque entreprise, puisque notamment en sidérurgie, on parlait aussi toujours de plans d'avenir, non pas seulement convention collective, donc, mais également voilà, emploi au sens large, et puis aussi les perspectives d'évolution des sites. J'étais demandé à participer dans d'autres négociations ultérieurement en tant que membre de l'équipe des négos. Voilà, et donc ça fait que à l'époque il y avait donc des responsables qui m'ont vu à l'œuvre dans ce domaine. Et à un certain moment donné, on m'a demandé de peut-être vouloir relever un poste dans les RH. C'était un poste au niveau de projet RH, au corporate à ce moment-là déjà d'ArcelorMittal. Et voilà, c'était mon point d'entrée. Puis un peu plus tard, je suis allé sur le site de Diffadange, où j'étais RH du site.
Donc, premier job RH opérationnel. Mais ce qui est vraiment intéressant, parce que tu as vraiment connu le terrain. Tu viens vraiment du terrain, quoi, pour ensuite évoluer vers le poste RH. Ça, absolument. Donc, je suis retourné sur un des sites où j'avais travaillé avant, avec un autre job, avec un autre point de vue. Mais il est vrai que je connaissais évidemment l'environnement, la manière dont on travaillait. Je connaissais la vie du terrain, pas seulement la vie de bureau, en fait. Et oui, donc... Et quand je suis retourné pour ce job opérationnel de RH site à Diffadange, en fait, ça, c'était vraiment chouette. Évidemment, avec tout le background, c'était aussi assez facile. J'ai dû apprendre toute la partie RH, c'est vrai, toute la partie du cadre conventionnel, si tu veux dire. Mais en fait, la partie business et le lien entre, comment dirais-je, toute la réglementation, etc., le cadre RH et la transposition dans la vie au quotidien, c'était vraiment très intéressant. J'ai fait ça avec plaisir pendant quelques années. Ensuite est venue une autre étape qui s'était faite en fait par un remplacement d'un départ en retraite. Et là, je suis rentré en fait au niveau national dans le domaine de tout ce qui a trait aux relations sociales. Donc, toujours garder la casquette syndicat et relations avec les syndicats. Mais évidemment, cette fois-ci, par rapport à tout le cadre conventionnel pour les sites du Luxembourg. Il y avait un point marquant qui était les négociations d'une nouvelle convention collective. Un chemin très intéressant où j'ai beaucoup appris, très dur, je dois dire aussi à cette époque-là, à cause du cadre qui était donné, qui n'était pas si facile. Ça, c'était en fait ma dernière étape au sein du groupe cellulurgique. Et puis est venue l'opportunité de postuler et de rejoindre le groupe CFL. Je ne l'avais pas planifié en tant que tel, je dois dire, mais l'opportunité me semblait tellement intéressante et aussi peut-être pour moi personnellement un peu logique pour un step suivant que j'ai saisi l'occasion de postuler et voilà. Donc il y a une dizaine d'années, 2015 Oui, c'était en 2015, oui. Déjà, tout le processus ça a commencé fin 2014. Oui, j'imagine. Mais en 2015, les choses étaient claires et 1er mai, jour du travail et jour de férié, déjà j'ai commencé mon nouveau job chez CFL. Très bien. Merci beaucoup pour ce parcours, parce que moi je ne savais pas tout ça, donc je trouve que c'est très intéressant et surtout je pense que, comme tu disais, tu as dû apprendre peut-être les réglementations, tout ce qui est process vraiment métier RH, mais c'est des choses qu'on peut apprendre. Par contre, effectivement, l'expérience du terrain, celle-là, si on l'a pas vécue, que tu as eu avant d'occuper ces postes, c'est compliqué de l'apprendre en théorie, quoi. Donc, je pense que l'association des deux t'a permis, en tout cas, d'avoir cette opportunité et d'évoluer comme ça. C'est vrai. Et en entrant à un nouvel environnement qui, évidemment, fonctionne différemment que peut-être la sidérurgie, cet avantage que j'avais déjà à l'époque quand j'étais à Diffadange, je l'ai retrouvé et je l'ai gardé parce que les CFL c'est quand même aussi une entreprise technique à la base. Bien sûr. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens, beaucoup d'ouvriers ou de collègues de travail du terrain également. La partie ferroviaire, je l'avais connue un peu en marge déjà en sidérurgie parce qu'il y avait aussi des transports en interne sur des voies ferroviaires. Donc, le domaine n'était pas tout à fait nouveau pour moi. Et ça a fait que, en fait, la transition était assez facile. Ça a été un bon match. Ouais. D'ailleurs, je pense aussi, quand on réfléchit un peu par rapport à toute cette évolution, tout ce chemin, quand tu as une certaine capacité de t'adapter et d'avoir de pouvoir assimiler assez facilement des nouvelles choses,
ça aide beaucoup. Et pour moi, après quelques mois déjà, j'avais l'impression que... Comme un poisson dans l'eau. Que j'étais un peu comme un poisson dans l'eau, heureusement. Hein. Et la partie technique, la connaissance opérationnelle, pour moi, c'était aussi un avantage parce que j'avais toujours la rassurance des cannot bullshit you. Oui. Tu sais, puisque, voilà, en tant que RH, parfois tu peux être dans une situation que tu ne comprends pas toute la partie purement opérationnelle, mais là, c'était jamais le cas. Bien sûr. Ce qui est vraiment important, nous on dit toujours, c'est celui qui fait, qui sait. Et en général, quand on n'est pas passé par le terrain, c'est compliqué après d'aller donner des directives. On a beaucoup plus de légitimité en tant que leader. Effectivement, j'imagine que ça a été un grand avantage pour toi. Ouais. Alors, je vais faire un tout petit pas de côté, mais peut-être pas tant que ça. Je crois savoir que tu es un passionné de cyclisme, n'est-ce pas? Un peu, oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que pour toi, tu le vois vraiment comme, quelque chose pour un échappatoire au stress quotidien, etc. Ou est-ce que tu y trouves parfois des parallèles avec ton rôle de RH? Alors, je sais pas, peut-être l'endurance, la gestion de l'effort, peut-être la notion de collectif. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut tirer de ça ou Bon, déjà, il faut dire que passionné de cycliste, aujourd'hui, à 100%, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est vraiment un bon équilibre par rapport au quotidien du travail, par rapport au stress. Oui, bon, pour moi, c'est toujours, je le ressens comme un stress positif en règle générale, donc c'est pas un problème à la base, mais oui, c'est un bon équilibre dans ma tête. Et aussi, évidemment, pour rester en forme de manière générale. Absolument. Il faut juste savoir que quand j'étais jeune, déjà un peu cycliste. Ah, et ça, puis, je ne savais pas. Et puis, j'avais quand même une phase de, 25 ans où j'ai strictement rien fait. Et c'est en fait Covid qui m'a fait remonter en salle. D'accord. Donc en fait, tu as fait une grande pause où tu faisais plus de. Très mais quand pause. tu faisais rien, pas de sport, no sport. Si, du sport, oui, mais pas comme aujourd'hui et pas de manière si régulière. Oui, parce que là, tu le fais vraiment de façon sportive, quoi. C'est pas, je vais faire un petit tour en bicyclette le week-end. Tu fais vraiment ça de façon. Oui, bon. On est un groupe de collègues et à notre âge qu'on on a dépassé presque tous maintenant la cinquantaine. Oui. Sportif pour notre âge. Maintenant, on n'est pas en compétition. Ça reste bien toujours sûr, du bien loisir. sûr. Mais oui, on se donne des challenges. Par exemple. En fait, une fois par année, on se fait un petit voyage, normalement dans les montagnes, parce que c'est un peu plus de challenge. Et donc, voilà, je pense que les gros cols le Ventoux du Tour de France ou en Italie, on les a déjà fait en grande partie. Et voilà, donc oui, le Ventoux aussi. C'est quand même aussi. Donc, c'est sportif, quoi. C'est sportif, oui, c'est sportif. Oui, et tu t'entraînes comme ça toutes les semaines, toute l'année? Moi, j'essaye de le faire 2 fois par semaine. Ah oui, mais c'est quand même... Une fois en semaine après le travail. Bon, c'est pas toujours si facile. Et puis le week-end. Et j'ai la chance d'avoir aussi notre CFO qui fait ça avec moi. D'accord. D'ailleurs, ça fait parfois assez bien de pouvoir discuter de certaines choses dans un autre cadre et d'une manière plus décontractée. Même si, comment dirais-je, la fréquence cardiaque est autre. Mais bon, quand même. Mais c'est souvent là que les solutions viennent, hein, quand on est quand de l'inconscient, quand on fait autre chose quand on a maintenant, des le lien décisions avec, à prendre. pour finir ta question, le lien avec les RH, très honnêtement, je le vois pas trop. C'est un peu un grand écart. Ouais. Et puis, oui, bon, ça forme un peu le caractère, ça c'est vrai. Parce que parfois, on n'est pas en bonne forme, il faut on peut quand même y faire aller. un petit parallèle, parce que je veux dire, pour occuper une fonction RH, faut quand même, c'est dans la durée. Si on veut mettre en place des choses, c'est des choses qui prennent du temps. On parle quand même de gestion humaine, etc. Donc, si on fait un petit parallèle, allez, l'endurance. Oui, l'endurance peut-être. Moi, j'aurais plutôt pensé à la résilience. Aussi. Parce que, mais pour moi, c'est pas venu à cause du vélo. Hein. Ça m'a peut-être aussi aidé sur le vélo, de
de vouloir mordre un peu quand ça devient douloureux. Difficile. Mais la résilience, elle est plutôt venue par les expériences. La résilience est venue par des moments dans la carrière qui n'étaient peut-être pas si faciles. Et de manière générale, remonter ou ne pas s'arrêter ou vouloir quand même poursuivre, même s'il y a des freins ou des obstacles. Persévérer. Oui, voilà. Très bien. Alors, aujourd'hui, avec donc quand même l'expérience que tu as dit, tu as un peu plus de 50 ans et donc et la carrière que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore le plus dans ton métier, donc de DRH? Qu'est-ce qui fait justement que tu continues à avancer avec envie? Déjà, le cadre dont je dispose ou dans lequel je me trouve, il reste pour moi très, très agréable et très favorable pour plusieurs raisons. Déjà, la fonction RH est perçue comme à même niveau en tant que sparring partner du business opérationnel. Donc, par exemple, j'ai la chance de pouvoir faire partie aussi du comité de direction des CFL et ça donne déjà la possibilité d'avoir plus d'influence sur les décisions, de pouvoir défendre les projets aussi, à les prendre et de pouvoir aussi donc vraiment défendre ou implémenter des projets d'une autre manière et avec un autre degré d'autonomie ou de possibilités que peut-être dans d'autres cas de figure. Donc ça reste vrai aujourd'hui et peut-être encore plus parce qu'entre-temps, on n'a plus peut-être autant besoin de faire ses preuves qu'au début. Ensuite, au fil des années, tu sais que quand j'ai commencé le job, il y avait beaucoup de choses à faire et de transformer aussi au sein de la fonction RH et l'équipe qui est en place aujourd'hui. Tu en connais certaines. Elle est tout simplement top, je dois dire. Et donc, pourquoi s'arrêter? Vous avez bien recruté au CFL. Vous avez des bonnes équipes, c'est vrai. Oui, moi je peux pas dire le contraire. Ben oui. Ensuite, les projets restent. On a toujours des choses à développer, à améliorer. On n'a pas encore fini notre chemin, par exemple en digitalisation, où tu as cité la mixité. On va en parler. Il y a quand même toujours plein de projets. Il faut aussi dire que toute cette transformation ou cette évolution de l'entreprise, de l'accompagner d'un point de vue RH, ça ne se fait pas en une année, en 2 années. C'est vraiment un long chemin. Et d'ailleurs, par exemple, il y a toujours des nouvelles choses aussi qui arrivent. L'intelligence artificielle, pour le moment, nous occupe, par exemple, quand même. Je pense que ça occupe de manière assez sérieuse. Oui. Et donc, voilà. Je peux pas dire qu'il y a parfois, peut-être, quand tu es 10 ans dans une entreprise et dans un poste comme chez moi maintenant, que tu ne réfléchis peut-être pas à certains moments donnés où est le challenge. Est-ce que je suis encore utile? Mais bon, aujourd'hui, je dois dire que j'ai assez de quoi me défouler et de faire encore pour quand même aussi amener ensemble avec les collègues cette entreprise vraiment là où on veut la voir, là où le client veut la voir. Et on a déjà pas mal progressé, mais on n'est pas encore arrivé peut-être à nos fins et peut-être jamais. Donc en fait, il y a toujours des nouveaux projets. La motivation, elle est là, la motivation, elle reste. Et pour moi, le plus important, c'est le cadre qui doit être favorable et qui doit donner aussi envie. Et pour moi, c'est le cas. Alors, la première thématique que je veux qu'on aborde, c'est justement la thématique de l'égalité homme-femme et les initiatives concrètes qui sont prises au sein des CFL. Vous êtes engagé dans une trajectoire forte en matière de mixité. Je vais parler des marches. Donc, vous venez de recevoir d'ailleurs un award au Diversity Awards, donc félicitations. Donc, tu vas parler plutôt de la démarche Women at CFL ou l'initiative Empowering Journey. Comment est née en fait cette volonté vraiment d'agir sur un sujet qui reste encore sensible peut-être dans beaucoup d'organisations?
Bon, il y a peut-être plusieurs flancs d'attaque, si je peux dire comme ça. Déjà, il faut savoir que notre part de collègues féminines dans l'entreprise, c'est 15,5%. On est aujourd'hui, au niveau du groupe, on est à 15,5%. En fait, on n'est pas là où on devrait être. On n'est pas là où, de manière naturelle, on pourrait penser qu'on devrait être, parce que ça ne reflète pas, tout simplement pas la mixité dans la société. Il y a des raisons, oui, évidemment, sûr, les domaines techniques, les stéréotypes. Si on prend la SNCF ou la DB, ils sont à 25%, je crois. Donc c'est mieux, mais c'est pas non plus, c'est pas la moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas propre au CFL. Ouais, donc déjà, ça nous préoccupait pour une raison pas trop noble à la limite, mais quand même, si tu veux recruter beaucoup, si tu par ton image ou par tes actes ou par le vécu en entreprise, tu fais abstraction d'un potentiel de candidature féminine ou de talent féminin. Voilà, c'est pas très intelligent déjà à la base. Donc c'était déjà ça purement un déclic pour dire ok, on doit être plus proactif, on doit être on doit changer aussi des choses dans l'entreprise parce que tout n'était pas peut-être au top et d'ailleurs aujourd'hui peut-être pas encore au top. Deuxième chose, c'était que j'étais embarqué dans un accord européen. Parce que j'ai la chance aussi de présider un groupe de DRH du secteur au niveau européen, des entreprises ferroviaires. Et on avait démarré une négociation à ce niveau-là pour l'emploi des femmes au niveau européen. Au niveau du secteur ferroviaire européen. En Europe, okay. C'est ça. Et voilà, l'accord, il a eu lieu après Covid, 2021. Et voilà, donc cet accord, qui s'appelle d'ailleurs Women in Rail, donc a aussi évidemment engagé les CFL. Et puisque j'étais chef de file de la négo, voilà, j'étais en plein dedans dès le départ. Et peut-être aussi que la conviction Bien de sûr. vouloir vraiment aller jusqu'au fond des choses chez nous, en interne, à la maison, est venue au fil des discussions. Parce que certaines choses, pour moi, je dois avouer, n'étaient pas si claires et si visibles avant. Oui, et en toute transparence, en plus que vous le faites avec beaucoup de transparence, votre démarche pour ça. Vous affichez par exemple vos chiffres, voilà, on a 15,5, il y a d'autres entreprises qui le cachent ou qui arrangent un peu les chiffres, etc. Je trouve que c'est très... vous le faites avec beaucoup de transparence, en disant, ok, on a du pain sur la planche, mais on se relève les manches et on y va, quoi. Oui, notamment, puisqu'il existait donc cet accord, on s'est greffé un peu dessus, parce qu'il y a beaucoup de matière dans cet accord, et ça nous a amené à construire notre programme Women at CFL. Il y avait encore une démarche qu'on avait menée en parallèle au niveau luxembourgeois avec le ministère de l'égalité des chances, comme il s'appelait à l'époque, la démarche Action Positive. Et on a fusionné en fait ces deux sources de recommandations et d'actions pour faire notre programme à nous, aussi par rapport à nos sujets à nous, parce que tous les sujets n'étaient peut-être pas préoccupants pour nous. Par exemple, le gender pay gap, via aussi la démarche avec Action Positive, on a bien vu qu'il n'y avait pas de sujet à ce niveau-là, mais d'autres sujets, évidemment, oui. Et donc, voilà, entre-temps, on a notre plan d'action, on a notre programme Women at CFL, et voilà, comme on fait de manière sérieuse chaque plan d'action et chaque démarche, celle-ci, on l'a fait évidemment aussi. Et pour nous, et pour moi personnellement, c'est quand même aussi une démarche qui tient à cœur, parce que, voilà, tout simplement, on a la conviction que la mixité va nous emmener aussi, en termes de culture d'entreprise, à un autre niveau. Et donc, voilà, pour l'instant, on est en plein dedans. On est content d'avoir eu l'award, évidemment aussi, parce que ça donne quand même toujours une orientation comme quoi on est sur le bon chemin.
L'année prochaine, il y aura encore un événement. Oui, bon, on va en parler. On va peut-être en parler, qui donnera encore peut-être un peu plus de visibilité. Voilà. Bon, et puis en plus, c'est quelque chose qui est démarré, mais finalement qui va continuer. C'est pas un plan où on dit bah voilà, on en a pour 2 ans et à 2 ans on a atteint les objectifs. C'est quelque chose en fait qui va tout le temps être. Pour moi, c'est presque intégré à la culture de l'entreprise aujourd'hui, quoi. C'est même presque plus un plan. Oui, d'ailleurs, ça fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise. On vient de je ne vais pas dire renouveler, mais d'élaborer la feuille de route de 2030. Et voilà, ça reste un des piliers, oui. de la partie RH. Et oui, peut-être ou probablement, quand on aura réalisé les actions du plan d'action, je suis sûr qu'on va évidemment continuer dans cette voie, mais on sera plutôt dans une logique d'amélioration continue à ce moment-là. Bien sûr. En termes de chiffres, on a dit, OK, vous êtes à peu près à 15,5%, SNCF-DB autour de 25%. Quels sont, selon toi, les leviers les plus efficaces pour faire évoluer ce chiffre? C'est-à-dire, je pense on sait qu'il y a des métiers qui sont peut-être perçus comme masculins. Bon, ça, c'est un fait. Mais parfois aussi, peut-être pour que les femmes elles-mêmes se mettent pas de barrière en disant, mais je peux occuper un poste à responsabilité, je peux postuler pour ce poste-là. Est-ce qu'il y a des leviers, justement, dans un secteur qui est peut-être encore perçu comme masculin? Déjà, bouger les chiffres, c'est assez arithmétique. Là, c'est l'ingénieur qui va parler, peut-être, mais... Ouais. Tu changes le chiffre par le turnover dans l'entreprise, donc par les entrées et les sorties. On a peut-être la chance d'avoir des sorties très, très majoritairement masculines. D'où les chiffres. Oui. Voilà, d'où les chiffres, oui. Et évidemment, le levier est ensuite d'augmenter le pourcentage pour les entrées, respectivement, évidemment, de ne pas se casser l'effort par un turnover volontaire, par des départs volontaires féminins. C'est les deux leviers-là sur lesquels on peut jouer et sur lesquels on joue aujourd'hui. Et le premier, est évidemment donc déjà de véhiculer ce qu'on fait, de véhiculer l'importance de la démarche pour nous, de faire comprendre que c'est du vrai, que c'est pas un show qu'on est en train de faire. Et si je dis pas un show, travailler aussi sur le vécu en entreprise. Pour les collègues féminines qui sont là. Donc, ne pas seulement s'occuper des candidatures féminines, mais aussi de notre partie de population féminine au sein de l'entreprise. Mais justement, vous avez lancé des initiatives concrètes. Je vais en citer quelques-uns, des partenariats avec des crèches, des équipements adaptés, des projets pilotes, je crois, de temps partiel ou sur des emplois postés. Tu peux peut-être nous décrire quels sont pour toi quelques exemples comme ça d'actions concrètes qui ont été mises en place sur le terrain, et puis peut-être nous dire aussi comment c'est perçu par les collaborateurs, les collaboratrices, ce qui a été mis en place déjà aujourd'hui, quoi. Déjà, il faut dire que toute cette thématique, tu as cité maintenant des exemples d'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est beaucoup plus difficile quand tu es dans un environnement opérationnel, posté, avec du travail de nuit, des rythmes de travail irréguliers, etc. Parce que très souvent, on est dans un schéma quand même assez rigide. Contrairement à ce qu'on a dans les populations bureaux, où on a toutes les flexibilités possibles. Ce qui peut peut-être créer des injustices ou des choses. Enfin, on en parlera peut-être après, mais effectivement, entre les gens qui sont sur le terrain avec des emplois comme ça et les gens qui sont en bureau, on se dit, oh, mais eux, ils ont peut-être pas le même. Enfin, vas-y, je te laisse finir, pardon. Oui, donc c'est plus compliqué, mais on a quand même décidé de vouloir aussi là un peu bouger les lignes. Parce que y a aussi derrière certains conforts ou certaines complications, à la limite à accepter au niveau des planifications, par exemple, et au niveau de la complexité pour ceux qui doivent organiser
au quotidien versus donner du confort et un peu plus de flexibilité à ceux qui travaillent ou celles qui travaillent dans ces jobs. Voilà, donc ça c'est un domaine. Tu as parlé de crèche, oui, pour moi c'était un projet assez, comment dirais-je, moins compliqué en tout cas, et beaucoup plus sympa que l'autre parce que tu peux simplement proposer et développer une offre qui n'existait pas avant. Maintenant, il faut la faire vivre et il faut voir quels sont les résultats aussi que cela donne. Pour moi, il y a quand même aussi d'autres leviers qui sont, à la limite, encore très importants. C'est l'image dans la société ou l'image sur le marché du travail de ce qu'on fait. C'est quand même, malheureusement, il y a beaucoup de stéréotypes encore derrière. Il y a beaucoup de peut-être mauvaise compréhension. Peut-être aussi le fait de ne pas avoir assez véhiculé cette facette. En fait, on véhicule, on explique nos métiers, oui, mais avec des lunettes féminines, pas nécessairement dans le passé. Et je pense qu'on le voit d'ailleurs dans les candidatures et dans le pourcentage de candidatures féminines, on voit bien que ça commence déjà par cette image et par cette perception de comprendre que voilà, oui, ça pourrait être quelque chose pour moi, j'y aurais peut-être même pas pensé, mais voilà, il y en a évidemment aussi de plus en plus dans l'entreprise, des collègues féminines, ça rassure déjà. Mais ça reste un sujet fondamental, cette perception d'environnement masculin, avec tout ce qu'on peut aussi peut-être associer comme connotation qui n'attire peut-être pas nécessairement des femmes pour postuler. Et pourtant, dans la communication, vous valorisez beaucoup des femmes qui ont des postes, et d'ailleurs à des postes très différents, que ce soit à la maintenance, conductrice de train, dans des postes de top management aussi. Donc je pense que ça montre aussi, en tout cas, il y a une réelle volonté de montrer les possibilités offertes pour les femmes au sein du groupe CFL, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a aussi entre-temps un symbole presque, on pourrait dire, par rapport à ce sujet-là, qu'entre-temps, on a quand même aussi 2 collègues féminines au comité de direction, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années en arrière. Donc ça devient aussi de ce côté-là plus crédible, plus palpable, et je pense que ce genre de choses aide à véhiculer le bon message. Bien sûr. Et aussi à créer le cadre en interne qui est plus propice. Alors, on va parler de l'an prochain. Vous organisez le premier Empowering Journey Summit. Oui. J'aimerais que tu nous décrives c'est quoi cet événement, et aussi peut-être d'expliquer ce que vous attendez de cet événement. Donc, bien sûr, de la visibilité, mais pas que, peut-être une mobilisation plus large. Peut-être le point de départ d'une nouvelle étape. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ce Empowering Journey Summit. Donc ça a lieu en mars, je crois, de 2026, c'est ça? Ça a commencé en fait par le développement de la démarche Empowering Journey. Au début, on pensait plutôt à une campagne média, avec une vidéo, avec des affiches, avec un programme derrière. Et puis est venue l'idée de peut-être essayer de faire encore autre chose en top pour justement la visibilité du sujet, parce que la place de ce sujet n'est pas trop prise quand même quand on regarde ici au Luxembourg. Ok, il y a des démarches comme Diversity Awards, les efforts que fait IMS, etc. Ou aussi le ministère, le méga. Mais en termes d'événements, on pensait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, peut-être une niche à occuper pour le sujet lui-même, parce que ce qui est vrai pour nous, peut-être vrai aussi pour d'autres. Et quand on veut parler aussi du sujet plus compliqué,
de changer les stéréotypes, de faire bouger ces lignes-là dans la société. C'est pas CFL tout seul qui peut le faire. Et ensuite, évidemment, en organisant un tel événement avec nos équipes, avec nos moyens, et d'avoir en fait un format Powered by CFL, si je peux dire ainsi, ça montre aussi peut-être à quel degré et à quel niveau on est impliqué dans la démarche et à quel point on le prend au sérieux. L'aspect marketing derrière, pour nous, n'était pas peut-être le sujet principal. Ce qui pour moi est encore plus important, c'est la crédibilité qui se cache derrière, encore une fois, pour montrer que voilà, c'est pas que des paroles ou voilà, quelques Bien phrases. Bien sûr, c'est votre engagement. C'est vraiment, ça reflète l'engagement concret. Et voilà, j'espère que... Donc, on va retrouver d'autres entreprises, c'est ça, pour comprendre bien le format. Absolument, on va retrouver d'autres entreprises. On aura des intervenants aussi externes. On va faire parler aussi de l'expérience, donc des femmes qui ont des choses à raconter, aussi des femmes en management, dans des positions qui ont fait déjà un certain chemin, et pas peut-être toujours facile non plus, je m'imagine. Et ensuite, échanger aussi sur les best practices pour inspirer aussi. Pour inspirer les entreprises, les collègues qui seront là. Évidemment, je suppose qu'il y aura pas mal de collègues des fonctions RH et aussi des CFL. Voilà, ça c'est le but. On associe évidemment aussi notre ministère. On a la chance d'avoir la double casquette en termes de ministère, la même personne en charge de notre ministère pour le ferroviaire et la mobilité, et évidemment aussi pour ce sujet-ci. Donc, on donne rendez-vous en mars 2026. Oui. Affaire à suivre. Exact. Très bien. Alors, plus largement, qu'est-ce que ce chantier sur l'égalité homme-femme t'a appris, toi, personnellement, sur le rôle d'un DRH ou peut-être sur la manière de transformer une culture d'entreprise? Tu as dit, ça fait maintenant quelques années, en fait, que le chantier, je dirais, est vraiment passé du côté il faut qu'on s'en occupe, à concrètement, on a un plan d'action et on est vraiment les mains dans le cambouis et on y va. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette expérience sur cette thématique-là particulièrement, parce que je sais que tu as d'autres sujets aussi que tu traites, mais vraiment sur cette thématique-là. Je pense que ce qui était un peu peut-être pas surprenant, mais un gros sujet, c'était vraiment de devoir expliquer pourquoi on fait ça. On sentait bien qu'en interne, il y avait beaucoup de collègues avec des points d'interrogation sur la tête. Mais de quoi est-ce qu'ils vont commencer à s'occuper aux RH? Est-ce que c'est vraiment notre priorité? Et pourquoi ça? Est-ce qu'ils n'ont rien d'autre à faire? Parce que tout simplement, les gens ne comprenaient pas pourquoi. À quoi ça peut servir? À quoi ça peut aussi me servir? Ça ressemble quand même à une réflexion masculine. Avec 95% voilà. Non, mais même dans notre comment dirais-je, population même féminine, dans population féminine, il y avait même aussi ce genre de réaction, parce que c'était perçu au début comme un projet, voilà, fancy, nice de to communication, have, de communication, un peu typiquement stéréotype RH, j'aurais tendance à dire. Mais voilà, il fallait vraiment communiquer, expliquer, convaincre, pour dire, voilà, on le fait pour ceci, pour cela. In fine, si on a, très bête, comme j'ai dit au départ, si on arrive mieux à remplir les rangs, bah, ça va aussi être très bénéfique pour toi. Que tu t'occupes du sujet personnellement, ou que tu te préoccupes du sujet personnellement ou non, mais ce qui est clair, c'est que si on a des bons profils et aussi féminins, et si on arrive à recruter tout ce qu'on veut recruter, bah, in fine, même pour toi, ça va faire que tu pourras prendre tous tes congés, parce qu'il y aura aussi de collègues. L'environnement de travail va peut-être devenir plus agréable
etc., etc. Et donc, voilà, ça, c'était pour moi le plus difficile, en fait, dans la démarche. Entre-temps, il y a quand même un paquet d'ambassadeurs qui ont adhéré à la démarche, aussi au niveau de la direction, et ça aide beaucoup. Il fallait parfois, pour certains aussi, avoir un déclic personnel pour vraiment comprendre, parce qu'au début, on est quand même tous tolérants, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de sexisme. Oui, mais dans quel monde de bisounours est-ce que vous pensez que vous vivez ? En fait, la réalité, parfois, est malheureusement un peu différente. Et donc, voilà. C'était, pour moi, le vrai sujet dans la démarche jusqu'à présent. Et par rapport à l'équipe chez moi, qui travaille aussi sur le sujet, il n'y avait, par contre, pas du tout d'explication à donner. C'était clair. Ça, c'est déjà... Ça, c'est déjà... Mais c'est vraiment... C'est là qu'on voit tout... Enfin, que, comme tu disais, c'est vraiment quelque chose qui est profond, et c'est pas juste pour dire on s'occupe de ça parce que c'est un sujet RH ou à la mode. C'est vraiment quelque chose, parce que s'occuper d'abord de l'interne, parce que sans ça peut pas marcher. Si les gens n'adhèrent pas et ne comprennent pas la démarche, même si on peut pas avoir 100% de gens qui adhèrent, ça commence par ça pour pouvoir... Non, on ne le fait pas parce que c'est hip ou parce que c'est tendance. Ouais. Hein. D'ailleurs, on ne lève pas maintenant les drapeaux roses ou arc-en-ciel. C'est pas ça. C'est pas une démarche militante, quoi. Non, c'est pas une démarche militante. C'est une démarche de fond. Et c'est d'ailleurs pas non plus du pinkwashing, etc. C'est vraiment une démarche de fond pour avancer tous ensemble. Et aussi parce que vous êtes convaincu que c'est bon pour le groupe CFL, en fait, pour le business aussi, pour les services, exactement, etc. Quoi. Exactement. Et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus qu'une démarche de marketing ou une démarche d'image vers l'extérieur. Pour nous, ce ne serait pas suffisant. Non, mais je pense que c'est ça qui est important dans toute votre démarche. Et c'est pour ça aussi, comme tu le disais, que ça prend du temps, quoi. On le voit... au fur et à mesure des années, mais en tout cas, ça se concrétise de plus en plus par des actions concrètes qui se voient en interne, mais maintenant aussi en externe. Et ça bouscule évidemment aussi un peu, faut l'avouer. Ça bouscule certains ou certaines. Mais bon, c'est what. Si on veut gérer le status quo, moi je ne serais pas là. On a bien compris ça. Alors, on va aborder la deuxième thématique de ce podcast, c'est l'employer branding et plus globalement aussi une thématique sur le leadership. Donc, le groupe CFL, il est souvent cité comme un pionnier en matière de marque employeur au Luxembourg. Quand on parle d'employer branding, on pense souvent à de la communication. Mais moi, je sais que c'est justement, ça ne marche pas si c'est que de la communication. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un discours et une réalité vraiment vécue par les collaborateurs ? Donc, je sais que votre démarche qui se voit à l'extérieur, on parle de campagne, de communication, etc., qu'on associe à de l'employer branding, mais ça commence d'abord par une réelle volonté des CFL, du groupe CFL, de mettre la fonction RH au cœur des préoccupations. Comme tu l'as dit, tu fais partie du comité de direction, tu peux agir sur en tout cas les orientations que prend le groupe. Donc pour toi vraiment, comment tu vois en fait cette différence entre un discours et vraiment une réalité qui est vécue par les collaborateurs au quotidien ? En fait, on construit toute notre démarche sur les ambassadeurs ou ambassadrices internes. Parce que on le voit bien, je pense aussi dans la manière dont les campagnes marchent, sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit bien que c'est l'authenticité qui fait la différence. Et d'ailleurs, ça peut être maintenant le chef qui doit être authentique. Et on peut peut-être même parler par corporate influencer, mais ça peut être chacune et chacun dans l'entreprise, et de raconter ses propres histoires, de raconter son propre vécu de manière vraiment à ce que celui qui le regarde
comprennent que voilà, c'est pas maintenant du fake. C'est pas de la publicité. C'est pas de la pub. C'est vraiment voilà du reality. Hein. Et c'est la démarche qu'on a engagée pour l'authenticité d'un côté, mais aussi parce que on a quand même beaucoup de collègues de travail qui sont assez fiers de ce qu'elles font ou de ce qu'ils font. Le métier de cheminot est quand même un métier, voilà, il y a beaucoup de cette connotation de fierté derrière, et il faut en tirer le maximum aussi, quelque part, parce que si on dit d'un autre côté que c'est ça ce qui fait la différence, ben on a un potentiel quand même assez grand derrière. Et en plus, ça permet aussi, encore une fois, de changer les préjugés. Quand moi j'ai postulé chez CFL, il y avait des collègues qui m'ont dit « Mais tu es devenu malade, qu'est-ce que tu fais là ?» Les gens avaient la perception que c'était une entreprise, voilà, qui gère et qui n'est pas si sexy peut-être que à leurs yeux que oui, un peu old school, un peu old school, ouais. Voilà. Et grâce aux personnages, aux personnalités qu'on peut choisir, qu'on peut trouver en interne, tu changes complètement cette perception. C'est vrai qu'il y a une grande modernité qui se dégage, en tout cas de ce qui se voit de l'extérieur, par les différents profils que vous montrez. Bien sûr, on parle des métiers, mais on parle aussi des gens, quoi. On a un apiculteur qui fait autre chose, on a une championne de powerlifting qui. Non, mais c'est incroyable. Donc ça, pour les quelques exemples qui m'ont marqué, mais c'est vrai qu'il y a des grandes personnalités, aussi des âges très différents. Donc vous montrez vraiment cette diversité et cette modernité en fait qui se vit dans le groupe vers l'extérieur, quoi. Oui. Voilà. En gros c'est ça. Bon, évidemment quand on vient un peu maintenant en arrière, quand nous avons commencé à développer la marque employeur, le premier step c'était déjà de vendre notre asset, parce que auparavant, on le faisait très peu ou pas, ou voilà, on se vendait mal. En fait, on construit déjà la value proposition et puis ça se monte, et puis on fait la première campagne, et puis voilà, tu dois toujours aussi te réinventer quelque part, et donc aller vers de nouveaux chemins. Puis il y a aussi une prise de risque. Ça, je pense que c'est aussi toi, ta personnalité qui fait que tu n'as pas peur, en fait, dans les campagnes et dans l'innovation, en tout cas d'être très moderne et d'aller, on est là, mais demain on va faire autre chose, où les gens ne nous attendent pas forcément, toujours en restant authentique avec l'ADN de l'employee value proposition du groupe CFL et de l'identité, des valeurs du groupe, mais tu n'as pas peur, en tant que DRH, d'aller un petit peu là où on n'attend pas forcément les CFL en termes de ton de communication, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce que... Oui, non, on n'a pas peur, mais pour moi, c'est pas un risque. C'est pas un risque. Là, ce que ça veut dire, in fine, c'est que tu as quelques discussions en top, en interne, avant d'avoir le produit final, parce que, voilà, il faut aussi ne pas oublier à embarquer ceux qui sont là. Bien sûr. Si tu construis toute la démarche sur juste la campagne, sur tes ambassadeurs, il faut qu'en interne, la campagne marche aussi bien qu'en externe. Et j'irais même d'abord en interne. Oui. Et la première, par exemple, elle était un peu plus conservatrice d'un point de vue montage et story, en fait. Si je prends par exemple le film principal, mais elle a vraiment accroché les gens en interne. En termes d'émotion, je pense aussi. Oui, très, très fortement. La deuxième, oui, elle était out of the box, c'est clair. Mais c'était aussi voulu, parce que les copy-paste qui se dessinaient un peu à gauche et à droite, ce qui est d'ailleurs normal, voulaient que on fasse autre chose. Et d'ailleurs, pour moi, il est clair aussi que toutes les quelques années, il faut refaire une nouvelle campagne, il faut retrouver quelque chose de inattendu ou différent pour continuer à se démarquer, continuer à embarquer.
Et montrer aussi les évolutions, parce que vous êtes un groupe qui évolue, vous n'êtes pas un groupe immobile. Hein. Oui, voilà, il faut aussi toujours l'adapter à l'évolution de la stratégie de l'entreprise. Les messages qu'on veut véhiculer derrière bougent un peu. Bon, on ne révolutionne pas notre stratégie dans notre cas, mais on met quand même les accents un peu différemment. Et si on parle de l'acceptation ou de l'adhésion en interne, il est évident aussi que puisque la culture d'entreprise bouge et évolue, ce qui est trouvé bien, moins bien, bouge aussi en interne. Sûr. Comme sur le marché, la même chose est vraie en interne. Et donc voilà, moi j'ai pas pris de risque avec ces campagnes. Il fallait juste que quelqu'un, c'est comme toujours, avec chaque projet, il faut que quelqu'un... L'impulsion. Oui, voilà. L'impulsion. Voilà. Mais si on connaît la nécessité derrière, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Non. Et si on veut avoir quand même un peu aussi l'ambition d'être, du moins au niveau local, à la pointe de ce sujet et le rester... Il faut innover. Alors, donc on a parlé des campagnes de votre communication. Donc on a cité Empowering Journey. Vous mettez en avant, comme on vient de le dire, des ambassadeurs, donc à travers des témoignages et en tout cas la description de leur métier, de leur quotidien, de leurs projets, des missions qui leur sont confiées. Donc ça montre une volonté de raconter, je dirais, l'interne vers l'externe, de donner une visibilité à tout ça. Mais aussi de l'interne à l'interne. Je pense qu'il y a certainement des départements ou des gens qui découvrent des métiers ou des missions. Comment est-ce que vous faites à trouver un équilibre entre transparence, attractivité, crédibilité? Donc, est-ce que vous choisissez, par exemple, sur une année, les sujets que vous allez traiter sur base peut-être des postes que vous souhaitez pourvoir, sur base, je sais pas, de services que vous voulez mettre en avant, pour trouver un certain équilibre entre la transparence de ce que vit le groupe et est-ce que c'est compliqué à trouver justement cet équilibre, ne serait-ce que dans le recrutement des ambassadeurs? Bon, déjà par rapport au profil qu'on choisit ou qu'on va chercher pour, je sais pas, faire un nouveau blog, un article... nouvelle vidéo, parce qu'on a des séries qu'on produit, et si on n'est pas dans une création d'une toute nouvelle campagne, on est plutôt dans la continuation de développement de séries, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour le blog. Sur base de thématiques qui font partie de votre stratégie que vous souhaitez valoriser. Donc, on peut citer le digital, par exemple. Oui, on choisit par rapport à ces thèmes. On a défini les thèmes qui découlent en fait de la stratégie. Et ensuite, on crée des stories avec des personnes qu'on va chercher. Évidemment, on essaie de balayer l'ensemble de nos domaines d'activité. Et là, je parle aussi vraiment groupe, donc bien aussi sûr. les filiales qui en font partie. Et puis, on essaie de trouver évidemment des ambassadeurs ou des ambassadrices qui ont vraiment aussi envie. Bien sûr. Et qui passe bien aussi. Parce que c'est pas donné à chacun de se mettre devant une caméra ou de faire ce genre de attends, parce que c'est très fort pour quelqu'un de se mettre sur la place publique, les réseaux sociaux, avec le logo de son entreprise. Ça veut dire qu'il y a vraiment un attachement, qu'on a une fierté dont tu parlais tout à l'heure, et que c'est assez fort, quoi, de dire je suis d'accord, c'est mon image, ma personne, et je me mets en avant avec mon entreprise, quoi. Il y a quelque chose de très fort quand même de s'afficher. Aussi en interne, c'est un extra effort quand même qu'on fait à ce moment-là. On est en dehors de sa zone de confort, ça c'est très clair. Et ce qu'on fait, c'est on essaie aussi de valoriser au maximum cet extra effort. Et là, je parle vraiment de reconnaissance pour ceux ou celles qui le font. Par exemple, c'est peut-être un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. Lorsqu'on avait produit la nouvelle campagne, qui est encore celle qu'on utilise aujourd'hui, le film principal et le making of, behind the scenes, etc.
L'avant-première, Ouais. pardon. L'avant-première était dans un cinéma. Et on avait invité tous ceux et celles qui ont participé à donc comme une réelle avant-première de film, au quoi. tournage, etc. Voilà, donc c'était un chouette moment avec une réception derrière. Et on essaye de répéter ce genre de choses, peut-être pas toujours aussi grand que celui-là, mais justement pour valoriser et pour reconnaître l'importance et l'effort qui est fait. On a parlé d'authenticité justement dans la communication RH. Toi, en tant que DRH, est-ce que parfois il y a des limites à ce qu'une entreprise peut montrer justement dans cette communication? J'imagine que oui. Mais est-ce que c'est difficile de placer un curseur entre, dire les choses comme elles sont avec toute transparence? On est quand même dans un cadre entre guillemets institutionnel. J'ai quand même l'impression que vous êtes une entreprise qui montre beaucoup en transparence. Bien sûr, une fois que les choses sont bien développé en interne ou qu'il y a un buy-in, etc., expliqué. Je pense que c'est pas fait à l'envers. Au contraire, c'est d'abord l'interne avant d'être communiqué à l'extérieur. Mais est-ce que parfois on se dit non, ça, c'est des choses où vraiment on peut pas communiquer là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Non. Sans forcément me dire les sujets, mais... Ce qui est clair, c'est que ça doit rester en termes de nos convictions, de nos valeurs, de notre stratégie, de certains principes. Ça doit être en ligne et en phase avec ce qu'on veut. Donc, il y a des critères KO, ça c'est évident. Mais à part ça, non. À part ça, non. D'ailleurs, dans notre stratégie, une des priorités, c'est le nous. Et l'individualité ou la personnalité de chacune et de chacun, qui est quand même unique, quelque part, fait quand même aussi ce nous. Donc pourquoi maintenant priver quelqu'un de vouloir s'exprimer de sa manière, de sa façon, ou je sais pas, de s'habiller de sa façon? Non. Là où on a, quand on fait des productions comme celle de la grande vidéo, évidemment, il y a des choses sur lesquelles nous, on fait attention que le client ou celui qui le regarde de l'extérieur ne ferait pas attention parce que justement, c'est dans notre DNA. Par exemple, des détails de sécurité. Bien sûr. Quand on fait des montages sur un site. Oui, s'il manque le casque, s'il manque le casque, le gilet, s'il y a un truc, même en arrière-plan, qui ne marche pas, ça c'est no-go. C'est un no-go, par exemple. Hein. Il y a peut-être d'autres aspects comme ça qu'on regarde de très près, parce que c'est important pour nous, mais ça fait partie des critères KO, en fait. À ce moment-là, il faut refaire peut-être une scène, plutôt que de vivre avec quelque chose qui pour nous serait pas bien. Et d'ailleurs, ça revient de nouveau à la même chose. Ce qu'on produit doit marcher en interne. On peut pas prêcher ou comment dirais-je, vivre ou attendre aussi de chacune et de chacun une sécurité au travail et un comportement dans sa thématique qui soit exemplaire, si même nos productions ne sont pas exemplaires. C'est pas possible. Et là, j'aimerais passer sur la partie plutôt la culture managériale. Donc tu pilotes une transformation RH, on peut l'appeler comme ça, depuis pas mal d'années. Ça touche aussi une culture managériale du groupe. Selon toi, à quoi ressemblera le leadership de demain ? Est-ce que ce sera un leadership plus collaboratif ? Je pense que tu l'as déjà évoqué dans ce que j'ai cru comprendre, fondé sur la confiance, une responsabilité partagée. Comment vous managez aujourd'hui ce groupe et est-ce que vers demain, il y aura encore des modifications ou des adaptations qui seront faites selon toi ? Pas évidente la question. Non. Parce que les attentes évoluent aussi des générations. Je ne sais pas encore dire exactement ce que la génération alpha va nous donner comme challenge. Et puis à un moment, il faut quand même des gens qui décident. Mais la génération Z, on le voit quand même déjà. Bon, ce qui est clair, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même un besoin de plus en plus accru d'être impliqué.
et d'être aussi impliqué dans les processus de décision, etc. Bon, ça veut dire automatiquement que toute cette démarche participative qui a déjà pris ses ancrages dans l'entreprise depuis un certain temps va certainement rester ou peut-être encore être amplifiée, je ne sais pas, d'une autre manière. Mais voilà, donc toute démarche, tout processus bottom-up, tout processus de communication doit tenir compte de ça. Et donc le leadership aussi. Les leaders, pour nous, évidemment, mais pour chaque entreprise, je pense, sont quand même dans une situation où ils ont la complication de vraiment de walk the talk et donc vraiment exactement faire ce qu'ils demandent à chacune et chacun. Ça peut paraître très, très simple, mais c'est pas du tout simple parfois. Hein. Les privilèges du manager, par exemple, les pensées du style, voilà, il y a quand même certaines catégories et voilà, moi je suis manager et toi tu es opérateur. Voilà, c'est pas ce qu'on pense qui va nous amener à faire évoluer encore dans le futur et donc le leadership, il va pour moi peut-être plutôt encore évoluer davantage dans cette direction. Je vois pas maintenant trop bisounours ou trop simplement coach et buddy. Là, très honnêtement, je n'y crois pas parce que c'est exactement l'équilibre qu'il faut trouver. Cette démarche d'impliquer, cette démarche d'écouter, cette démarche de fédérer, etc. Mais il y a aussi quand même les lignes à donner. Hein. Les impulsions, tu as dit tout à l'heure. Et ça reste à un certain degré quand même, je ne vais pas dire directif, mais ça reste quand même aussi le rôle du manager. Comme d'ailleurs aussi le recadrage. Il n'y a pas tout le monde qui se comporte peut-être nécessairement toujours de la plus bonne manière. Il faut pouvoir en parler. Et là, je viens peut-être à un autre aspect qui n'est pas non seulement celui, c'est un sujet pour les managers, mais pour chacune et chacun, c'est vraiment la capacité d'être vraiment dans un dialogue honnête. Et ça veut dire aussi parfois c'est dire les choses comme elles sont et accepter et pas bouder. Tant que ça reste constructif, il n'y a pas de problème à l'honnêteté. Oui. Voilà. Oui. Et c'est justement parfois pour les managers, aussi dans tout l'accompagnement qu'on fait depuis un certain temps, de manière plus intensive aussi pour, par exemple, les encadrants de proximité. C'est quoi pour toi les encadrants de proximité? C'est les managers? C'est les chefs d'équipe, les team leaders sur le terrain. La plus grande complication, c'est de pouvoir fonctionner dans ce qui pourrait être apparemment peut-être des contradictions. Hein? Je suis body, ok, mais ça a ses limites. Si ça devient un peu plus compliqué, je pourrais être directif, mais non. Tu dois aussi impliquer tes équipes pour avoir un engagement durable. Et là, il faut trouver le bon équilibre, en quelque sorte. Et puis, ça ne fonctionne pas avec chacun de la même manière. Chaque personne est différente. Oui. Donc, chaque personne se manage différemment. C'est aussi la raison pour laquelle, contrairement peut-être au bon vieux temps, ce rôle ou cette fonction doit aussi s'apprendre. Et d'ailleurs, je sais pas, 500, 600 leaders au total, si tu vas de la direction jusqu'au chef d'équipe, ça en fait beaucoup. Mais chacun a son rôle clé là-dedans. Parce que s'il y a un maillon dans cette couche qui peut devenir étanche et défaillant, bah, on a un vrai sujet sur le terrain. Donc, ça, c'est vraiment la complexité de ce job. Et donc, malheureusement, c'est comme avec tout. Hein. Il y a parfois des couches qui se rajoutent
en complexité, mais il y en a rarement qui disparaissent. Ça, c'est même sûr. si, par exemple, certains politiciens pensent que tout est simple. Non, c'est malheureusement pas le cas. Et si tu devais donner un seul conseil à une jeune ou un jeune RH qui démarre aujourd'hui, quelle conviction ou apprentissage aimerais-tu transmettre? Ou des gens peut-être qui ont envie de travailler dans ce domaine-là. RH. Et qui ont peut-être envie de devenir un jour des RH. Parce qu'il faut toujours avoir de l'ambition. Alors, si on suit ton parcours, on n'est pas obligé de devenir DRH depuis le tout début de sa carrière. Déjà, ça c'est. Non, ça déjà, c'est. Je pense pas. D'avoir une expérience de terrain, ça peut être bénéfique. Oui, ça absolument. Je peux pas dire le contraire. Mais la question n'est pas évidente. Non. Je pense qu'il faut être conscient que le job RH, ce n'est pas que la partie sexy du job. Mm-hmm. Il y a des parties sexy, on vient d'en parler, employer branding, tous les beaux projets qu'on peut mener. Mais le job est aussi de s'occuper de nos gens. Et quand on s'occupe d'êtres humains, ça veut dire aussi qu'on doit s'occuper de problèmes, pas seulement d'avoir des beaux moments, peut-être des moments un peu plus compliqués à gérer, que ce soit pour des raisons qui arrivent dans la vie, problèmes personnels, problèmes de santé, je n'en sais rien, ou par rapport à des problèmes de collègues, d'environnement de travail, des problèmes de comportement ou d'inadéquation, etc. Donc, si on veut être dans un rôle plutôt généraliste, et le job de DRH est quand même aussi quelque part généraliste, il faut accepter de devoir et de vouloir aussi s'occuper de tout. De mon expérience dans les RH, tout le monde veut s'occuper des choses chouettes parce que ça fait plaisir. Et les autres choses un peu plus difficiles et plus compliquées, des fois, c'est pas donné à chacun ou à chacune. Et ça représente, c'est beaucoup d'heures de travail, j'imagine, d'occuper une fonction comme ça. C'est-à-dire, faut pas compter ses heures. Vous travaillez par mission, par objectif. Je sais pas si ça fait une différence de travailler dans les RH que dans une autre fonction. Non, parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'imprévus parce qu'on parle d'humain, donc tu dois avoir des moments où tu dis il faut gérer la situation, quoi. Il y a un blocage là, ou il y a un truc là, où il y a une. Bon, dans votre cas, j'imagine que dans un grand groupe comme ça, il doit y avoir des imprévus, peut-être pas en termes de compter ses heures, c'était peut-être pas la bonne formule. C'était plus pas avoir peur des imprévus, et à un moment, il faut peut-être se dire ok, là on va y passer la soirée parce qu'on a un blocage, on a une situation compliquée, etc. Bon, et pas se dire celui qui c'est pas routinier, quoi. Celui ou celle qui préfère la routine, c'est peut-être pas le meilleur des jobs à ce moment-là. Mais déjà celui qui aime être créatif et faire de nouvelles choses, la partie projet, y compris employer branding, etc., c'est vraiment très intéressant. Et puis il faut avoir quand même quelque part une fibre du relationnel et de ne pas avoir peur du contact avec des personnes. Quelle que soit la situation, d'ailleurs. Oui, et quand on regarde, peut-être, je sais pas, historiquement, il y avait quand même pas mal de fonctions RH qui étaient plutôt administratives. Bien sûr. Et moi, je l'ai vécu en partie aussi, quand tu essayes de réorienter des personnes qui étaient purement dans l'administratif vers d'autres tâches, où c'est le relationnel qui est en avant-plan, ou le contact avec le personnel qui est en avant-plan, ça peut ne plus matcher. Donc, il y a le côté sexy, il y a le côté moins sexy. Il y a, dans tous les cas, la partie relationnelle et contact avec les collègues, qui est quelque part le fil rouge. Et ensuite, si on veut être moteur de tout ça, il faut aussi oser des choses. Alors écoute, j'ai une dernière question pour finir. Qu'est-ce qui te donne à toi confiance pour l'avenir du travail, groupe CFL, mais en général,
Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui dans tes équipes? Ça peut être dans la société aussi, qui te rend optimiste. Je veux rester sur des choses vraiment optimistes, qu'on entend beaucoup de choses à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qui te rend optimiste sur l'avenir du travail? Aujourd'hui, on est en 2025 en général, ou comme tu veux, au sein du groupe CFL ou en général? Mais très honnêtement, le mieux pour répondre à cette question, c'est de vraiment être en contact et de vivre quelque part la nouvelle génération. Bon, moi, j'en ai 2, personnellement, déjà à la maison. À la maison. qui sont encore étudiants et qui vont bientôt atterrir aussi sur le marché du travail. Très honnêtement, ça me rend plutôt optimiste, pas à cause de ces 2 personnages, j'ai un lien plus particulier, mais simplement parce que je peux constater qu'il y a quand même toujours un mindset qui est encourageant, malgré les choses qui se dessinent à l'horizon, qui concernent plutôt ces générations-là dans le futur que ceux qui ont causé les problèmes, comme nous. Donc voilà, ça c'est assez rassurant. Ensuite, pour l'emploi en général au Luxembourg, c'est plus compliqué, je dois avouer, parce que il y a quand même une pénurie d'emploi. Pour nous, personnellement, ce qui me rassure un peu moins dans ce sujet-là, c'est la volonté et l'envie de travailler dans des jobs qui sont notamment postés, etc. On en a beaucoup chez nous et qui ont une connotation d'être très peu attirantes entre-temps. Parce que, évidemment, ça veut dire travailler le week-end, ça veut dire travailler des nuits, etc. Et voilà, pas trop intéressant, a priori, pour les nouvelles générations. Mais bon, tu m'as demandé ce qui me rend optimiste. Ce qui me rend optimiste en priorité, c'est voilà, l'attitude et le mindset des jeunes que je croise, que je constate. Et d'ailleurs, pas seulement ici au Luxembourg. Parfois, quand tu rencontres aussi des jeunes, notamment, par exemple, entendre les attentes par rapport à un employeur, par rapport au secteur, tu constates quand même que voilà, il y a de quoi faire et de quoi... Ils osent beaucoup plus, peut-être, ils ont plus confiance en eux, ils prennent peut-être plus les choses en main? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins d'état d'âme de faire autre chose si ça ne plaît plus. Ça, c'est une évidence, mais ça n'a pas de mal parce que ça remet aussi en question certaines choses qui sont établies et qui ne marchent plus. On a parlé du leadership tout à l'heure. Voilà, il faut... Donc ça peut aider aussi à changer au sein des entreprises. Oui. Mais le plus important pour moi, ce qui rassure le plus, c'est de constater le potentiel qu'il y a, qui reste, et sur lequel on pourra construire. Avec plus de femmes. Avec plus de femmes. Du moins dans notre cas, oui. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Yves pour cet échange généreux, sincère, concret, qui nous a permis de mieux comprendre les défis humains derrière une organisation aussi grande que le groupe CFL. C'est exactement ce qu'on cherche à faire ici avec Workside Story, donner à entendre des voix vraies qui racontent le travail tel qu'il se vit dans sa complexité, ses paradoxes, on l'a vu, ses engagements aussi, des voix comme la tienne qui montrent que transformer la culture, c'est aussi une affaire de constance, de conviction, de collectif. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vos équipes, de vos projets et de vos convictions. Merci beaucoup Yves. Merci.